Ah oui, ben je suis Jean-Robert Petit. Je suis au laboratoire de glaciologie depuis 35 ans et j'ai eu la chance de connaître des gens formidables, ou de travailler avec des gens formidables, en particulier Claude Lorius, qui m'a donné cette opportunité de faire de la glaciologie. Il m'a emmené à Vostok et puis arrivé à Vostok, eh bien, j'ai pris le virus. Et j'ai continué à collaborer d'abord avec les soviétiques et avec les Russes ensuite. Et petit à petit, on a pu remonter de la glace qui nous a révélé des secrets. Euh, des secrets de l'Antarctique qu'on découvrait un petit peu comme des enfants qui retrouvaient le jour de Noël des jouets au pied de la cheminée. Et alors, justement, l'histoire du texte, c'est venu comment, l'idée d'écrire l'histoire de Vostok? Eh bien, après 25 ans d'expédition et de collaboration avec des collègues russes, il semblait qu'il fallait rendre un petit peu hommage à tous ceux qui ont contribué, à tous ces foreurs qui ont passé du temps sur le site, hein. Bien sûr, à tous les collègues qui ont contribué au montage de Vostok. Et puis, parce que ça n'a pu se faire qu'avec l'aide de centaines de personnes. Et puis, on avait beaucoup de problèmes, il manquait toujours quelque chose, et il n'y avait pas d'argent, le matériel était en panne. Et la, la volonté des gens de continuer le forage qui était coincé et puis l'habileté des gens a fait qu'on a pu réaliser un forage très profond qui a atteint presque 3700 mètres de profondeur et a retiré de la glace dont on a tiré vraiment des choses merveilleuses. On a le sentiment aussi que c'est une histoire d'homme avant tout, Vostok. C'est, vous ne faites rien en Antarctique sans les hommes. Et bien sûr, il y a la science qui donne des grandes directives, mais la glace est un matériau dont on peut tirer tellement d'informations sur le climat et l'environnement, et qui permet de remonter dans le temps. Vous avez la possibilité, en descendant très profond dans l'Antarctique, de remonter sur des centaines de milliers d'années. Et puis, les foreurs n'ont qu'un but, c'est de percer la glace jusqu'au fond, d'aller au fond de l'Antarctique. Et en même temps, donc, de révéler le climat, l'environnement sur des milliers d'années. On découvre à chaque fois cela. Et lorsque vous avez fait ces découvertes, il y a une prise de conscience. Est-ce que vous avez eu le sentiment de jouer un rôle tout à coup au niveau planétaire? Alors, c'est peut-être un grand mot de dire ça, mais Non, 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 d'avoir quand même d'ouvrir la conscience quand même non, de non, façon non. un peu large. Si vous voulez, euh, on va dire que dans les années 80, le forage de Vostok était à une profondeur de 2000 mètres. On savait qu'en dessous, il restait encore 1500 mètres à forer. Et les 2000 mètres ont produit un enregistrement climatique en 1987 qui couvrait 150 000 ans. On savait que si on allait plus profond, on allait avant 150 000 ans. Et prolonger l'enregistrement climatique au-delà de 150 000 ans était certes un but, mais il fallait mettre. On savait que chaque mètre de glace apporterait des informations. Donc c'était en même temps trouver des solutions techniques, mais on savait que derrière il y avait un trésor qui nous attendait. Eh bien, Et tout du ça dans un temps environnement quand même de complètement exceptionnel. l'Union Vous allez me parler un soviétique, petit peu. Les bases antarctiques étaient des bases prioritaires. Donc il y avait énormément de moyens pour apporter le matériel et apporter la nourriture. On avait un convoi dans un conteneur qui apportait des œufs, qui apportait de la salade, des choux au printemps,
à la traverse du printemps, c'est-à-dire au mois de janvier. Quand l'Union soviétique a disparu, les choses ont réellement changé. Et là, c'est vrai que les conditions sont devenues extrêmement spartiates. Mais quand même, malgré les conditions extérieures qui sont très difficiles, et puis on s'habitue peut-être aux conditions difficiles, et il y a une technique pour vivre dans le froid, il y a une technique pour forer dans ces régions que les soviétiques, les Russes connaissent, ont mis au point. Et il suffit de voir comment ils font pour les accompagner et puis pouvoir faire des expéditions dans des bonnes conditions et puis finalement réussir le programme. Vous pouvez nous resituer quand même Vostok, je pense que c'est important de leur dire où est cette base et ses caractéristiques, le pôle du froid. Paul-Émile Victor dirait que c'est encore le sommet du cul du monde. Et c'est vrai que Vostok est situé à 1400 km à l'intérieur des terres, à 3500 mètres d'altitude. La température moyenne est de moins 55 degrés centigrades. Cette station détient le record mondial de température avec moins 89 qui était enregistré. Le travail en glaciologie ne peut se faire qu'en période d'été, parce qu'on est amené à être dehors. Il fait chaud en été, il fait moins 30 degrés. Donc au-delà de moins 40 degrés, c'est quand même très difficile de faire des prélèvements à l'extérieur ou de faire des carottages extérieurs, par exemple. Pour y aller, on utilise des avions. Donc nous avons bénéficié d'une collaboration avec les Américains qui nous amenaient sur le site en avion depuis la base de McMurdo. Et ensuite, les Russes avaient également la logistique. Et actuellement, on peut y aller à Vostok à partir de Cape Town, Novo-Lazarevskaya. Et ensuite, des vols avions vous déposent à Vostok. Évidemment, quand vous arrivez là-bas, à 3500 mètres d'altitude, vous manquez d'air, vous manquez d'oxygène et il vous faut quelques jours pour vous acclimater. Alors justement, comment se passe une journée d'un chercheur à Vostok? C'est quoi la vie quotidienne? Oubliez la journée du chercheur, parce que les tâches qui incombent, c'est plus des opérations de manipulation et on a plus un travail physique intellectuel. D'ailleurs, le travail intellectuel à 3500 mètres d'altitude est relativement limité. Enfin bon, il faut avoir bien préparé sa mission, il faut savoir ce que vous devez faire. Et donc, si vous contribuez, par exemple, on avait une équipe de foreurs qui travaillait, qui se relayait 24 heures sur 24 et qui sortait des carottes de glace. Et donc on avait un stock de glace à analyser. Donc on commençait à 9 h du matin, après avoir bien mangé, après s'être bien habillé. Et puis on allait dans la cave, où il fait moins 50 degrés, pour récupérer les échantillons, et on allait se réchauffer à moins 25 degrés pour pouvoir les analyser, les étudier, les découper, les préparer en vue de les expédier ensuite dans les laboratoires en France, aux États-Unis ou également en Russie. Donc ce travail nous amenait à 1 h de l'après-midi, on mangeait, on reprenait le travail à 2 h, on avait un petit 4 heures, un thé à 4 heures, et on travaillait jusqu'à 7 heures le soir, à nouveau le repas, et en général, après 20 heures, eh bien, on avait une troisième mi-temps, comme on l'appelait, et qui nous menait jusqu'à 10 heures du soir pour terminer. Et quand on avait bien froid, ben on arrêtait, enfin bon, le froid nous rappelait. Mais c'était un travail un peu de routine quand la glace était là. Quand il y avait un incident technique, il fallait prêter la main ou trouver des solutions pour aider les Russes
pour réparer leurs appareils. En particulier, les Français ont beaucoup contribué pour la mise en état électrique de leur système. Et les Russes nos collègues russes avaient plaisir de dire, en nous montrant le matériel électrique, de dire c'est du matériel français. C'est eux qui le disaient. Et on avait au laboratoire là, des techniciens qui venaient sur place et qui faisaient des miracles. Voilà, c'est tout. Il y avait des liens quand même forts entre il ne pouvait y avoir que des liens forts parce que les conditions extérieures étaient très difficiles et vous ne pouvez pas aller à Vostok et être dans votre coin à réfléchir. C'est impossible parce que la vie en groupe est nécessaire déjà, c'est une solidarité parce que vous êtes embauché pour faire ce qu'on appelle le tijourni, c'est-à-dire à faire la vaisselle par exemple, à contribuer pour la vie collective. Vous êtes embauché pour faire la neige parce que l'adduction d'eau, eh bien, c'est vous qui la faites, c'est-à-dire que vous allez couper la neige, vous êtes de corvée de neige, vous devez contribuer. Donc, du moins, la vie de groupe impose que chacun joue son rôle, et chacun doit jouer son rôle. C'est ce qui a été un petit peu la contribution pour le succès. Enfin, c'est valable dans toutes les expéditions, d'une cordée en montagne ou la vie sur un bateau, dans un sous-marin par exemple. Là, vous avez un rôle à jouer, il faut que vous le fassiez. Et pour vous, avec le recul, ces missions, elles ont représenté quoi dans votre vie, ces missions sur Vostok? C'était une passion, parce que tant pour ce qui m'animait, moi, c'était plus le contact avec les gens, le fait qu'on avait en face de nous des gens qui étaient extrêmement habiles, qui avaient trouvé des solutions pour forer dans la glace avec du matériel extrêmement simple. Donc il y avait... et puis ils étaient fiers de leur travail. Et ils n'avaient qu'une envie, c'est de continuer. Et ils étaient capables de vous trouver des solutions où vous auriez abandonné. Et donc vous comprenez tout de suite que si vous apportez ce qu'il manque, eh bien le chemin pouvait être long. Donc vous pouviez aller, ce que j'appelle, au bout du monde avec ces gens-là. Donc c'était facile finalement. Il suffisait d'apporter ce qui manquait. Et qu'est-ce que Vostok a révélé alors? Qu'est-ce qu'on pourrait... C'était difficile de résumer 50 années de travaux, mais comment on pourrait les résumer? Oui, j'ai pas 50 ans, hein, non, 30 ans. Oui, c'est 30 ans. Bon, déjà, dans les années, avec 2000 mètres de glace, on a pu remonter jusqu'à 150 000 ans. Donc c'était un premier cycle climatique. Et en 1987, il y a 3 papiers, donc 3 articles dans la revue Nature. On fait ce qu'on appelle un Big Bang, puisqu'on mettait pour la première fois en évidence la relation qui existait entre le gaz carbonique et puis le climat. Ces arguments qui ont été divulgués et qui maintenant sont rapportés lors des conférences sur le climat. Au-delà, donc après 1987, on a pu continuer le forage et on est remonté à 400 000 ans. Donc c'était une dizaine d'années d'efforts au travers donc, de la collaboration avec les Russes et puis les Américains. Et j'ai eu l'honneur d'être le premier auteur d'un papier de 1999 montrant les 4 cycles climatiques. Mes collègues qui ont contribué avec moi et qui ont fait la science derrière m'ont demandé d'être premier auteur. Donc pour moi c'est un honneur puisque
À côté des 9 Français, vous avez les Russes et puis vous avez les Américains qui ont contribué. Cette collaboration internationale, elle paraît presque incroyable parce qu'on a quand même des années de guerre froide très dures pendant lesquelles Russes et Américains travaillaient ensemble, enfin soviétiques et américains, et avec les Français aussi. Ici, il faut voir le travail de Claude Lorius, qui était un merveilleux diplomate et qui a convaincu, déjà, qui avait beaucoup de liens avec les Russes, qui a convaincu les Russes qu'ils leur confient quelques échantillons de glace, de montrer que les échantillons de glace de la carotte de Vostok pouvaient avoir un potentiel scientifique formidable. Revient aussi à Claude Lorius le mérite d'avoir la collaboration avec les Américains pour nous emmener à Vostok. Et Lorius m'a demandé de l'accompagner en 1984 à Vostok. Et donc, c'est au travers de ce travail diplomatique qui hérite lui-même d'une longue expérience, tout le travail que Claude Lorius a fait depuis les années 56 en Antarctique, monter un laboratoire, venir à Grenoble, dans le laboratoire de glaciologie de M. Liboutry, où il y avait une capacité pour fabriquer des carottiers. Il y avait des techniciens, des ingénieurs aux mains d'or, vous voyez, des techniciens aux mains d'or qui également faisaient des moutons à 5 pattes pour résoudre les problèmes pour les forages. Donc c'est un petit peu dans cette ambiance qu'on a acquis une certaine expérience et puis que les moyens pour faire parler des carottes ont pu être mis au point. Les collaborations avec Saclay, par exemple, le groupe de Liliane Merliva et Jean Jouzel ont été également extrêmement efficaces. Jean Jouzel, qui avec Claude Lorius ont eu la médaille d'or du CNRS. Et puis, ils ont partagé également avec le groupe, comment s'appelle le groupe? Ils ont partagé le prix Nobel de la paix avec Al Gore et puis le groupe de IPCC. Donc il y a 2000 chercheurs, dont quelques chercheurs du laboratoire de glaciologie, de ceux du laboratoire des sciences du climat de Saclay, qui sont récipiendaires. Pascal Gore s'est beaucoup inspiré de vos résultats aussi pour toute la démonstration. Qui est Pascal Gore? Al Gore, je l'ai dit. Ah, Al Gore. Oui, parce que Al Gore. Pascal Gore. Pardon. Oui, bien sûr. Ouais, il s'est beaucoup basé là-dessus. Ouais. Et oui, oui. Donc, et les résultats de Vostok ont été prolongés par la formidable carotte d'Epica. Donc, du coup, Vostok a couvert 400 000 ans. Epica a doublé la séquence de Vostok sur 800 000 ans. Et la relation entre climat et gaz carbonique sur 800 000 ans a été démontrée, a été mise à jour. Ce que Al Gore a fait et en a fait la publicité dans son film là, Une vérité qui dérange. À ceux qui nient que le réchauffement climatique est lié à l'action de l'homme, est-ce que Vostok apporte un démenti formel? Vostok, ou la carotte d'Epica, révèle la relation entre le climat et le gaz carbonique. Ceci au cours des 800 000 dernières années. Et on démontre qu'il y a un lien physique. Maintenant, on enregistre également dans la glace, non pas celle de Vostok, mais dans des enregistrements de glace qui remontent à une période extrêmement récente, que la glace enregistre l'évolution du gaz carbonique
depuis les années 1850. Et les mesures qui sont faites dans la glace correspondent exactement aux mesures atmosphériques. Dans les années 50, on a commencé à mesurer la composition de l'atmosphère en gaz carbonique et, et les concentrations qui sont observées dans l'atmosphère correspondent à ceux de la glace ou l'inverse. Donc la glace donne une évaluation correcte de la composition de l'atmosphère du passé. Maintenant, on fait appel à la relation physique entre le climat et la composition de l'atmosphère. Si dans le passé, le gaz carbonique a contribué pour, amplifier la variation de température qui est donnée simplement par le changement de position de la Terre par rapport au Soleil, donc par rapport à l'insolation, vous avez un signal qui est amplifié par le changement de CO2. Si on applique cette relation qui est physique aux conditions actuelles des gaz carboniques qui est présent dans l'atmosphère, on ne peut avoir qu'un réchauffement, puisque quand le gaz carbonique naturellement était beaucoup plus bas, on avait une glaciation. Donc, si vous voulez, la relation entre température de la Terre et puis teneur atmosphérique au moment du glaciaire, eh bien, cette relation physique, elle va s'appliquer pour un réchauffement. Pas pour le réchauffement, mais si vous doublez le CO2, eh bien, vous allez avoir automatiquement un réchauffement. Et là, ce qu'on constate actuellement, clairement, c'est une accélération. Eh bien, enfin, le CO2, c'est évident qu'il augmente. Et eh bien, toutes les observations tendent à confirmer que nous sommes dans le réchauffement. Oui. Et ce sont les conclusions également de IPCC qui, en 20 ans, sont passées de... Il y a un réchauffement, une action de l'homme qui est probable, mais maintenant elle est évidente, elle devient évidente. On a les signes tangibles d'un réchauffement et d'une action de l'homme sur le climat. Et qui s'accélère. Et oui, l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère n'est pas en tendance de dégradation, enfin, elle semble s'accélérer, et le climat va automatiquement se réchauffer et continuer. On peut dire que c'est Vostok et peut-être d'autres carottages en Antarctique qui ont prouvé ça au monde et qui ont un peu réveillé la conscience écologique mondiale. Il y a un article signé par Claude Lorius en 1990 qui vraiment est la prise de conscience, on peut dire, des scientifiques, parce que à ce moment-là, il a été montré, il a été évalué cette sensibilité du climat au gaz carbonique. Et en 1990, c'est à partir des résultats de Vostok que ce coefficient de sensibilité a été montré. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris conscience que l'augmentation du gaz carbonique devait se traduire tôt ou tard par une augmentation de la température. 1990. Il a fallu du temps pour... Et ces résultats-là sont venus au cours des discussions de IPCC, qui avaient un regard peut-être dubitatif au départ, disons prenant avec précaution, mais au fil des années, ne pouvant que se confirmer. Donc en 20 ans, cet effet a été confirmé. Donc Vostok, c'est à la fois une extraordinaire aventure humaine, aventure, on peut dire le mot, et en même temps une aventure scientifique, enfin une avancée scientifique mais très bien sûr, importante. mais bien sûr, ah oui. Ouais, c'est en ça que le livre est fantastique, quoi.
Eh bien, oui, à côté donc de ces implications planétaires qu'on peut en faire et qui maintenant, eh bien, elle est connue de tout le monde et c'est le travail de chacun de prendre conscience de ce que le monde est en train d'endurer ou vers où le monde s'oriente et le problème du réchauffement climatique futur. À côté de cela, eh bien, bien sûr, c'est le travail des hommes qui, lors de ces expéditions, qui étaient loin d'imaginer toutes les conséquences ou tous les messages d'alerte finalement que pouvait donner la carotte de Vostok. Et Vostok a été également, fort de cette leçon, le forage EPICA a pris le relais de Vostok. En ce sens que dans les années 90, eh bien, les Européens ont décidé de conduire un forage profond à Domsé qui, malgré toutes les attentes, eh bien, a doublé la séquence de Vostok et donné un formidable enregistrement. Alors, Vostok n'a pas fini de révéler les secrets. Ah, le dernier secret que nous a livré Vostok, c'est son lac. Donc, ce lac a été découvert, enfin, on savait qu'il y avait de l'eau sous Vostok. C'était en 1989, quand j'ai rencontré Nicolas Vassiliev, qui venait avec son carottier mécanique pour continuer le forage à partir de 2500 mètres de profondeur. Il disait « Oh, j'ai pas de problème, en un mois je serai au fond. Il n'y a qu'un petit problème, c'est quand je vais arriver près du socle rocheux, il y a de l'eau. Et l'eau risque de monter dans le tube et de coincer mon carottier. Ça, c'est un problème. » 1989. On est en 2012. Nicolas Vassiliev est toujours avec son carottier en train de courir après, peut-être de percer le lac. Et la présence du lac est devenue évidente en 1993, quand les satellites ont pu faire la topographie de la surface de la glace en Antarctique et de montrer qu'il y avait une immense surface plane de 250 km de long sur 50 km de large. Puisque la glace épouse le relief, eh bien on pouvait imaginer qu'une surface extrêmement plane, 250 km de long, et il n'y a qu'une surface d'eau qui peut se refléter à la surface de la glace et donner cette immense surface. Donc le lac Vostok était découvert à ce moment-là, en 93. Mais en 93, le forage était coincé, les Russes n'étaient plus payés, c'était un petit peu la catastrophe au niveau du forage. Donc atteindre le lac à ce moment-là, c'était hors de question, il y avait d'autres priorités. Et le cadeau est venu en 1998 quand le forage a percé à partir de 3600 mètres de profondeur et a remonté des carottes qui étaient différentes des autres. Les cristaux étaient énormes, les propriétés électriques étaient complètement dégradées, on n'avait plus de signal, l'électrocardiogramme était plat et on trouvait des petits fragments de socle rocheux. On devait flotter. Comment ça se fait que les cailloux ne flottent pas? Donc il y avait quelque chose qui s'était passé. Et on s'est aperçu que après que cette glace en fait était un échantillon d'eau du lac qui avait regelé sous le glacier. Et il y a un socle de glace d'une épaisseur de 200 mètres qui s'est formé sous Vostok. Et on a de l'eau du lac qui est regelée. Donc on avait un échantillon d'eau du lac. En analysant ces échantillons, on s'est aperçu d'abord que la glace du lac était extrêmement propre. Il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas d'éléments chimiques. Alors on s'est tourné vers ces petits rochers là, qui étaient engloutis, emprisonnés dans cette glace. Et là on a trouvé
quelque chose auquel on ne s'y attendait pas, puisque dans ce lac, qui est à 0 degré, on devait trouver peut-être des bactéries, mais des bactéries qui devaient vivre à 0 degré. Donc, on a trouvé en fait des signatures, par les signatures ADN, des bactéries qui vivaient dans les sources chaudes. Les sources chaudes, et cette bactérie est connue dans le geyser de Yellowstone. Et elle est un petit peu originale puisqu'elle a besoin pour sa physiologie d'hydrogène. Ce qui d'un côté arrange bien les choses puisque dans le lac Vostok il n'y a rien du tout et l'hydrogène c'est un très bon carburant. Donc la biologie peut vivre grâce à l'hydrogène. Et elle a encore une autre propriété, c'est qu'elle est autotrophe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de carbone, elle peut utiliser le carbone des carbonates, des socles rocheux. Et ce sont les conditions essentielles pour que des niches de vie existent quelque part à partir de vivre de cailloux et puis d'hydrogène. Et vous avez des bactéries qui arrivent à survivre dans des coins très profonds. Alors, pour trouver une température de 50 degrés, eh bien, il faut descendre, non pas dans le lac, mais 2 km en dessous du lac. Donc on a imaginé que ces bactéries vivaient dans des failles profondes autour du lac Vostok. Et elles ont combien d'années, ces bactéries? Oh, elles sont plus vieilles que nous, et elles seront là après nous. Puisqu'il faut imaginer qu'elles sont là, et elles ont été en place dans ces failles profondes avant que l'Antarctique ne s'englace, donc on est déjà à 30 millions d'années, et elles sont là depuis tout le temps, on va dire, par rapport à nous. Elles vivent dans les profondeurs de la Terre. Vous savez qu'il y a des bactéries qui ont été trouvées dans les mines d'or en Afrique du Sud, par exemple, à 2000 mètres de profondeur. Ce sont des bactéries qui sont chimio-autotrophiques, donc il leur suffit un petit peu d'eau, un petit peu de sulfate, et elles vivent complètement indépendamment de notre monde à nous, notre monde à nous qui nécessite l'énergie solaire, qui nécessite la photosynthèse pour les plantes. Vous avez des bactéries qui ont besoin également de carbone pour pouvoir vivre. Et quelques-unes sont un peu particulières et vivent vraiment de pas grand-chose. C'est la vie la plus primitive, on peut dire ça comme ça. Disons, avec la moindre énergie possible, et c'est aussi symbolique puisqu'elles partent, il nous faut un petit peu d'hydrogène et un petit peu de carbonate, Est-ce qu'on peut dire que c'est l'origine de la vie, ces bactéries? Ah non, je ne pourrais pas dire ça, non. Là, déjà, mais c'est une forme extrêmement simple. C'est une bactérie qui est déjà compliquée puisqu'elle utilise de l'hydrogène et puis donc il y a tout elles ne sont pas venues là par hasard, quoi. Et elles sont elles-mêmes héritières d'une vie prébiotique avant. Alors pour en revenir à Vostok, c'est bon, c'est bon. Quand on est à Vostok, isolé à Vostok, quel regard on porte sur le reste du monde? C'est une question qu'on se pose, surtout quand on travaille sur les questions de réchauffement, tout ça. On doit avoir un regard quand même un peu différent, peut-être. Oh non, quand on est à Vostok, on est dans les conditions de Vostok et on sait, bon, par téléphone maintenant, qu'on est dans un monde particulier. Il n'y a rien, donc votre seule préoccupation, c'est de faire le travail scientifique que vous avez et bien sûr pouvoir survivre ou vivre, disons, avec la communauté, participer à cette vie et que ça se passe dans des meilleures conditions. Alors, ce qui peut se passer, disons, sous nos latitudes est on est un petit peu déconnecté. On sait que bon,
on a notre famille qui nous attend, on espère que tout se passe bien. Mais s'il arrive quelque chose, que ce soit à eux ou que ce soit à nous, on est complètement isolé. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Si un accident, par exemple, qui arrive sur le site, c'est une catastrophe, puisque d'une part, ça peut handicaper une expédition, mais ça peut handicaper le personnel. Et c'est toujours été un petit peu une première préoccupation. Le feu également, dans ces bases isolées, est peut-être une catastrophe. Et il y a des expériences malheureuses qui nous ont précédés, et on peut dire qu'on a échappé quelque part. Mais on a plus le souci de faire le travail. On sait que notre temps est limité, qu'il faut que... c'est un moment privilégié, disons, pour la science. Il faut faire le maximum, parce que ça va conditionner les analyses après et les résultats. Et on se pose toujours des tas de questions scientifiques. Et donc, il faut que les échantillons soient pris dans de très bonnes conditions pour que les mesures soient faites ensuite dans très bonnes conditions. Alors, dernière question pour moi. Quand on quitte Vostok, est-ce qu'on a la nostalgie après Vostok? Comment vous voyez maintenant cette base? Eh bien, quand en 1994, par exemple, quand les Russes n'avaient plus les moyens de maintenir la station ouverte, que l'avion américain est venu nous chercher et que la centrale électrique, par exemple, a été arrêtée, moi je suis fondu en larmes parce que c'est terrible. Et je m'imaginais à ce moment-là que c'était fini, en 1994. Heureusement, en 1995, Vostok est revenu. Donc, bon, peut-être que j'étais sensible à ce moment-là. Mais bon, on sait également, on se fait à l'idée que l'aventure a une fin. À savoir que le forage dans la glace, ça donnait le maximum qu'il pouvait, tant pour le climat que pour l'étude du lac. Maintenant, si on veut avancer pour la science, il faut repartir sur d'autres techniques, un peu plus modernes, on va dire. Donc, Vostok a permis de faire des premières retentissantes, avec des hommes de qualité. Et c'est sûr que ce sont des amis. On a toujours hâte de revoir ses amis, peut-être pas à Vostok, mais dans la vie après. Donc c'était, on va dire, une époque qui a marqué son temps. Maintenant, avec les nouvelles techniques de forage, on fait de très belles carottes. Et des dizaines de scientifiques même, se partagent la carotte, et on arrive à multiplier par 100 ou par 1000 le nombre d'informations que l'on peut tirer d'une carotte. Donc c'est une nouvelle science qui vient, mais c'est une science qui est nécessaire. Donc Vostok paraît un petit peu comme une entreprise familiale, artisanale, certainement, oui. Mais on ne peut pas faire de la science moderne avec des moyens artisanaux. Donc, le forage de NEM, qui est actuellement réalisé au Groenland, rassemble 14 nations. Il y a, lors de la réunion des scientifiques, nous étions 80 personnes qui discutions des mesures, 80 personnes qui faisaient des mesures, donc qui demandaient un petit morceau de glace pour faire telle ou telle mesure et l'interpréter. Donc là, il y a une collaboration qui est élargie, mais qui est formidable au niveau scientifique. Et vous y repensez souvent à Vostok? J'y pense tous les jours à Vostok.
mes amis sont là-bas, donc je peux pas. Et puis, même si Vostok s'arrête, bon, vous n'oubliez pas vos amis d'enfance, vous n'oubliez pas votre enfance. Voilà.